Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur ce live où nous allons parler de différents sujets d'actualité. Nous parlerons sur la taxe douanière ou la guerre des taxes douanières, comment Trump vient de montrer une fois pour toutes, c'est que Emmanuel Todd avait dit l'Occident est la sphère de domination des États-Unis et que les Européens sont soumis. Nous en avons l'illustration concrète avec ce qui se passe avec les taxes douanières. Les dirigeants quand même étrangers continuent de venir aux États-Unis, notamment rencontrer le nouveau président. Là, c'était le cas de Giorgia Meloni ce week-end encore. Ah oui, oui, mais attention, il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine en fait. L'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons. Mais à l'extérieur de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui était économiquement exploité par les Occidentaux et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Il ne voit pas du tout les États-Unis comme dans une phase ascendante. 8h11 sur LCI, voilà, ça y est, l'Europe est donc fixée, ce sera 15%, une taxe de 15% sur les produits européens qui seront exportés aux États-Unis à partir du 1er août, c'est-à-dire à partir de vendredi prochain. Ceux qui craignaient 30% aujourd'hui se réjouissent et ceux qui voulaient 5% sont évidemment effrayés. C'est-à-dire, c'est notre question du jour. Combien tout ça va nous coûter à nous Européens et à nous Français? En tout cas, ce qui est sûr pour le moment, c'est que Donald Trump, lui, il n'est pas peu fier de son accord. Écoutez. Nous avons décidé que le tarif uniforme pour les automobiles et tout le reste sera un tarif de 15%. Nous sommes parvenus à un accord. Je pense que c'est un bon accord pour tout le monde. Et c'est, je crois que vous disiez, que c'est probablement le plus gros accord jamais conclu. Que ce soit dans le domaine commercial ou autre. C'est un accord gigantesque qui concerne de nombreux pays. Alors oui, Catherine, 15%, c'est mieux que 30%, mais est-ce qu'on s'en sort bien avec ces 15%? Trump s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a annoncé avec fierté et joie qu'ils étaient parvenus à un accord selon lequel les marchandises européennes seraient importées aux États-Unis avec des droits de douane de 15%, tandis que les États-Unis enverraient leurs produits vers l'UE sans payer droits de douane. En plus, l'Europe dépensera 750 milliards de dollars pour acheter des ressources énergétiques américaines, principalement du gaz naturel liquéfié et de l'énergie nucléaire, en renonçant complètement à acheter de l'énergie russe. Et comme l'a annoncé Trump, quelques 600 milliards de dollars supplémentaires seront investis. Il est donc clair que l'énergie américaine sera beaucoup plus chère que l'énergie russe. Il est clair aussi que cette approche entraînera une désindustrialisation accrue de l'Europe et une fuite d'investissement de l'Europe vers les États-Unis. Cela portera bien sûr un coup très dur au prix de l'énergie pour l'industrie et l'agriculture européenne. Non, on s'en sort encore moins bien, par exemple, que le deal qui a été conclu avec le Royaume-Uni, alors que déjà on disait que c'était un mauvais deal. 15%, ça reste absolument énorme. C'est 3 fois plus que ce qui nous était imposé avant l'arrivée de Donald Trump. C'est un très mauvais deal. C'est un braquage américain. On n'a pas eu le choix que de se plier face à Donald Trump parce que l'Europe n'était pas unie. L'Europe était divisée et évidemment, on parle souvent de l'Europe comme le plus grand marché de consommateurs, mais la réalité, c'est qu'on est une somme de pays avec des intérêts très différents et que donc là, face aux États-Unis, nous n'avions pas les moyens de lutter. C'est un accord qui est désastreux, notamment pour l'industrie européenne, qui est déjà, je cite Mario Draghi, qui parle d'une lente agonie de l'industrie européenne. Avec ce nouvel accord, eh bien, c'est encore une fois l'industrie européenne qui va être laminée. Donc non, c'est catastrophique. Ouais. Johanna, il y avait la semaine... Merci. Merci.
Merci de dire la vérité. Hey, maman, ce qui s'est passé en Europe les 20 dernières années, ça a été la prise du pouvoir de la bourgeoisie européenne au dépens du reste de la population européenne. Ils se sont accaparés les médias, ils se sont accaparés la bien-pensance, ils se sont accaparés les réseaux sociaux. Et c'est pour cela qu'ils continuent. Pour que ce soit eux-mêmes qui définissent qu'est-ce que vous êtes libre ou non d'écouter, qu'est-ce qui est bon ou pas d'être diffusé. Et en faisant cela, ils avaient le contrôle sur qui va être élu ou non. Et ils ont fait élire les gens qui étaient tous de la bourgeoisie. Dans les plus grandes économies européennes, on s'est retrouvé qu'avec les gens de la bourgeoisie. Pas grand monde était issu des classes populaires. Les seuls qui échappaient, c'était les Allemands, à cause de comment leur pays était structuré. Et vous voyez bien à l'époque, Merkel, comment elle faisait la loi sur l'Europe. Et comment Merkel avait couplé son pays à la Russie, c'est qui a toujours dérangé les Américains. Et comment ils ont réussi à détruire tout ça. Et aujourd'hui, même là-bas, on rappelle que avant même que les élections législatives passent en Allemagne, ils avaient déjà prévenu que si les Allemands votaient mal, c'était possible qu'on les rappelle à voter une fois de plus. Et quand la victoire de l'AFD ou l'AFDL a été effective, mais pas assez grand pour qu'ils gouvernent, ils ont accepté parce qu'ils savent que c'est le laquais des États-Unis qui va venir en place. Comme là encore l'avait annoncé Emmanuel Todd. Et il est venu avec les velléités de pouvoir envenimer la guerre en Ukraine, comme l'avait annoncé Emmanuel Todd. Parmi les rendez-vous de cette année, il y a de nouvelles élections en Allemagne, prévues a priori le 23 février prochain. Est-ce que vous pensez que la CDU, qui est favorite de cette élection, pencherait pour un rapprochement avec la Russie ? Ah, la CDU, non. Et en fait, pour moi, l'Allemagne, c'est la clé. C'est-à-dire que la question qui est posée pour l'Occident, c'est accepte-t-il ou non sa défaite ? C'est comme ça que ça se pose pour nous. Les Russes vont avancer jusqu'au Dniepr, jusqu'à Odessa, et puis ils vont s'arrêter. C'est le scénario. Ah bah oui, bien sûr, oui. Vous voyez, je ne suis pas un agent du Kremlin, là. Je donne mes instructions à Poutine. C'est pas dans leur texte. Vous voyez, c'est autre chose. Et puis ils s'arrêteront, donc il va y avoir un double choc pour l'Occident. D'abord, les Russes ont gagné, et puis ensuite, tout ce qu'on nous annonçait sur les offensives russes en Europe était absurde, puisqu'ils ne vont plus bouger. Donc on va avoir un effet de délégitimation de nos classes dirigeantes en termes de compétences ou d'honnêteté, tout à fait spectaculaire. Mais, je veux dire, si les Américains ou les oligarchies secondaires d'Europe n'acceptent pas cette défaite, il peut y avoir une sorte de tentation de relancer, en fait, un peu comme on peut dire. Et le pays qui est important, le seul pays qui a la capacité industrielle de poser un problème militaire aux Russes, c'est l'Allemagne. Donc si les Américains arrivent à vraiment lancer l'Allemagne dans la guerre, l'Allemagne est l'un des gros contributeurs en termes financiers au budget de l'Ukraine, d'une façon ou d'une autre, mais pas sur des armes militaires offensives. Mais si les Américains arrivent à obtenir que Scholz tombe alors qu'il a été prudent, les Allemands n'ont toujours pas livré de missiles Taurus. Et s'ils arrivent à obtenir qu'un nouveau gouvernement allemand entre de plein pied dans la guerre, alors là, on risque la catastrophe nucléaire. Parce que les Russes ont annoncé... Alors, la politique russe n'est pas gender fluide. S'ils annoncent qu'ils vont faire quelque chose dans tel ou tel type de situation, ils sont totalement fiables. Eh bien, ils utiliseront des armes nucléaires tactiques. Parce qu'ils n'auraient pas les moyens... Autant les Russes ont les moyens de faire face à l'industrie américaine, qui est devenue très fragile. Le complexe militaro-industriel américain est devenu incapable de produire des choses en série suffisante. Ils n'ont pas produit les bons types de matériel, etc. Autant l'industrie allemande serait capable de produire ce qu'il faut. Donc là, il y a un vrai enjeu pour les Russes. Et
bon, les Russes ont été très patients avec l'Allemagne. Je pense qu'ils sentent ça, ils voient ça. Mais honnêtement, si l'Allemagne s'engageait complètement... Et ça serait le cas s'il y avait une victoire de la CDU. C'est une possibilité. Et si l'Allemagne s'engage complètement, compte tenu de ce qu'ont été les rapports historiques entre l'Allemagne et la Russie dans le passé, je veux dire, je rappelle que pour l'Union soviétique, alors pas juste la Russie, mais pour toute l'Union soviétique, mais la Russie était le gros truc, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été 25 millions de morts. Et là, je pense que si l'Allemagne s'engage là-dedans, là, les Russes seront sans pitié. Et aujourd'hui, vous voyez bien que maintenant, eux tous, comme disait Emmanuel Todd, nous sommes dans la sphère de domination des États-Unis et nous, les soumis, on pense qu'il est bon pour nous d'être bien avec le chef. Et ici, Trump, lui, il est venu satisfaire les promesses qu'il a fait au MAGA, non pas avec l'argent des Américains, mais en appauvrissant les Européens. Livraison d'armes. Alors, c'est-à-dire que pour Donald Trump, l'Ukraine, c'est la grande déception. Parce que, rappelez-vous, il avait promis qu'en 24 heures, il réglerait le problème, et c'est pas vrai, il n'a toujours pas réglé le problème. Alors, il est prêt à reprendre des livraisons d'armes, et des livraisons d'armes particulièrement sophistiquées, mais, on ne le remarque pas suffisamment, c'est aux frais des Européens. C'est-à-dire qu'au fond, ce ne sont pas les Américains qui vont payer ces livraisons d'armes, mais c'est vous, moi, et puis le reste de l'Europe. Ça veut donc dire au fond qu'il se décharge sur les Européens en disant, écoutez, puisque vous avez beaucoup de sympathie pour les Ukrainiens, puisque vous voulez vous opposer à la Russie, et que moi, je n'arrive pas à obtenir de Poutine qu'il cesse les attaques contre l'Ukraine, eh bien, participez. Et ils sont tous contents de le faire. Seigneur, franchement, je ne pensais pas de mon vivant voir des choses aussi drôles de toute ma vie. Quand tu as été formé dans les bancs de ces gens-là, quand tu as attendu les professeurs te faire toutes des micmacs, te déchirer tes feuilles, te dire des hors-sujets, si tu aurais dit dans des cours de sciences politiques, de je sais pas quoi, de sociologie, les choses qu'on voit aujourd'hui en Europe, jamais tu aurais dépassé la moyenne. Jamais tu aurais dépassé la moyenne si les scénarios qu'on voit aujourd'hui au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau juridique se faire en Europe, jamais tu aurais dépassé la moyenne. Et pourtant, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Une personne non élue qui va représenter l'Europe face au président des Américains élus et qui accepte de dépouiller l'Europe au profit des Américains. Et après ça, vous voulez nous faire croire que ces gens-là seraient capables d'aller affronter Poutine dans la guerre. Déjà, lui-même, Donald Trump ne s'y aventure pas, mais eux là, ils vont assumer d'aller en guerre contre Poutine. Ou utilisent juste-t-il la peur de la Russie pour essayer d'obtenir encore plus de consensus, plus de concessions de leur population, comme ils ont fait avec le C-19. Grave. Dernière, le Japon qui avait conclu un accord. Cette semaine, c'est nous. Est-ce qu'on peut estimer maintenant que Trump, en fait, sa méthode fonctionne? Ça marche bien. Très bien, ça marche hyper bien. Et on peut effectuer énormément de critiques sur Donald Trump, à la fois sur sa personnalité, son passé, sa politique, mais il faut reconnaître que c'est un négociateur hors pair. À chaque fois, il emploie exactement la même technique, c'est-à-dire qu'il brandit des menaces, il tape très fort sur la table et il force ses partenaires commerciaux à négocier. Et lorsqu'il parvient à décrocher un accord, c'est toujours à l'avantage des États-Unis. C'est ce qui s'est passé. Bon, c'est pas toujours à l'avantage des États-Unis. Maintenant que vous avez la honte de votre vie, vous commencez à dire que voilà, on n'avait pas le choix, Trump il plie tout le monde, donc nous aussi on a plié. Non. Les Chinois, ils ont fait plier Trump. Vous n'avez pas les moyens de faire plier Trump. Le Sud va faire de plus en plus plier Trump parce qu'ils ont accepté les sacrifices qui vont avec. Vous n'avez pas les moyens d'accepter les sacrifices qui vont avec. Donc, vous pliez le genou. C'est hier avec l'Union européenne, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Japon, c'est ce qui s'est passé aussi avant avec le Royaume-Uni, l'Indonésie ou encore les Philippines. Et dans certains cas, Donald Trump réussit même à imposer des surtaxes à ses partenaires en faisant supprimer celles qui sont imposées
aux produits américains. C'est ce qui se passe notamment avec le Vietnam, où tous les produits américains qui entrent sur le territoire sont exemptés de droits de douane. Et ce qu'il y a de particulièrement surprenant dans cette situation, c'est qu'il finit quand même par nous faire croire, à ses partenaires commerciaux que c'est une bonne nouvelle, que c'est un accord gagnant-gagnant à chaque fois avec le même discours. C'est un accord qui sera parfait pour tout le monde. Il essaye en tout cas certains ont l'air d'y croire, peut-être, comme le discours d'Ursula von der Leyen justement, il aura fallu en effet des mois pour y parvenir. Ça s'est passé hier en Écosse, tout a été bouclé. Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle reconnaît que globalement, les Européens, ils ont transpiré pendant les négos. Écoutez. Je tiens à remercier le président Trump personnellement pour son engagement et son leadership pour que nous parvenions à cet accord. C'est un négociateur hors pair, mais c'est aussi un faiseur d'accords. Éric, c'était la seule négociatrice dans ce dossier. Où étaient les chefs d'État? Non, mais bien sûr que non. D'abord, c'est la Commission européenne a le droit exclusif de négociation. Elle négocie au nom des chefs d'État. Donc, ce que disait Catherine sur... Incroyable. Il dit ça sans remettre ça en cause. La Commission européenne a l'exclusivité des négociations au nom des présidents européens qui, eux, ont été élus par leur pays. Donc le président lui-même que vous avez élu pour vous présider et pour présider l'avenir de la nation, il n'est même pas à la négociation qui va conduire à ce que l'on voit là. On se demande bien, même le président, on l'élu pourquoi maintenant en Europe? À quoi sert l'élection du président? Vous voyez là c'est la preuve dans les mots qui viennent de dire là, les quelques mots qui viennent de dire. C'est la preuve que tout le système de démocratie là qui vous vendent, c'est du vent. Ils se sont déjà arrangés pour que eux et leurs familles et leurs enfants et leurs, je sais pas quoi, perpétuent le pouvoir entre eux. Si vous regardez bien, dans toutes ces démocraties, les députés sont presque tous issus des mêmes familles, des mêmes classes, des mêmes milieux, des mêmes universités, des mêmes milieux sociaux. C'est le cas notamment en France. En France, quand vous regardez, les grandes fortunes ont leurs cousins, neveux, je ne sais pas quoi, qui sont dans la haute administration, qui sont dans les grandes firmes françaises. Et donc, entre eux, on se distribue l'argent. Il y en a un, il va faire de la politique, il va faire des lois favorables pour les entreprises, surtout les entreprises, pas les petites entreprises de tout le monde, non, favorables aux grandes entreprises, des grands patrons qui sont eux-mêmes, leurs cousins, leurs neveux, leurs machins, ils ont tous tout le temps des liens. Et comment on va s'assurer que cela soit effectif? L'administration, la haute administration, qui est-ce qu'il y a dedans? Tous ceux qui sont sortis de l'ENA ou qui vont dans l'ENA ou qui sont nommés. Et eux là encore, c'est quoi? C'est leurs neveux, leurs cousins, leurs machins, leurs nini. Donc, le bas peuple, prenez des miettes. Nous, on s'assure de garder le pouvoir et de le perpétuer entre nous. Les Français ne l'avaient pas vu venir, mais aujourd'hui, je crois que c'était Challenge qui l'avait montré. Qui avait montré que dans chaque grand groupe d'industrie, tu retrouvais que le patron avait ses cousins ou ses frères ou ses je sais pas quoi qui étaient dans l'administration française. Et probablement, la plupart de temps, ils étaient liés par quelqu'un qui était dans la politique française. Pourquoi? Parce qu'ils font tous à peu près les mêmes études, les mêmes choses. Sciences Po, l'ENA et les quelques grandes écoles françaises. Et les grands prépas français. Et Juan Branco l'a déjà démontré. Dans ces choses-là, certes, si tu es brillant, tu as une chance d'être pris. Mais les organismes de direction dans ces choses-là sont faits en sorte que on ne prenne que ceux qui vont assurer la pérennité de ceux qui sont déjà dans le système. On se perpétue entre nous en choisissant les gens qui vont garantir le système qui nous bénéficie. Ne pensez même pas que tout ça, ça sera à dire avec la perte de ce qui est arrivé. Mais bon, on va sauter. Je vais vous montrer les réactions. Les réactions les plus parlantes au sujet de cet accord. Peace out.